On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On débute la saison en vous parlant d'enjeux municipaux avec la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. On a terminé la saison télé avec la mairesse. On commence la saison télé avec la mairesse. Il y a eu une pause de 3 mois entre les deux. On aurait pu penser qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'actualité. Et pourtant, la liste est longue. André Bouchard est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Avez-vous passé un bon été? Oui, j'ai passé un bon été très actif. Bon, peut-être justement un bref retour sur l'été. Il y a eu les montgolfières. Bon, évidemment, ça a été une météo exécrable à l'image de l'été en général. C'est un événement extérieur. Quel est le bilan provisoire que vous-même vous tracez de cet événement-là? C'était le 40e. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'envolées, il y a eu beaucoup trop de pluie. Mais vous, quel est le bilan que vous tracez de l'événement? Moi, d'abord, je suis contente que vous me demandiez à moi, ma vision à moi, parce qu'on se rappelle que l'International des montgolfières, c'est un OBNL. Il y a un conseil d'administration. Moi, j'ai passé un excellent Festival des montgolfières parce qu'on avait fait des invitations. J'ai rencontré plusieurs maires et mairesses, des conseillers municipaux, des politiques. Il y a même plusieurs ministres qui sont venus nous visiter. De plus, ça a été un festival aussi qui a été un peu différent parce qu'il y a eu une activité sur le pont Gouin en plein milieu de semaine, une activité qui a été rendue possible grâce à la MRC du Haut-Richelieu. Puis je pense qu'il a réjoui les maires des 14 municipalités, une activité qui faisait en sorte qu'on sortait les montgolfières des murs. Il y a à peu près autour de 20 000 personnes d'un bord à l'autre de la rivière qui étaient là. Alors, ça a été une super activité. Il y a eu des nuits magiques. Les spectacles, je pense, ont été au rendez-vous. On se rappelle que la montgolfière, c'est le produit phare, c'est l'image forte de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, ça a été une très belle édition. Bon, effectivement, l'événement sur le pont, c'était une belle soirée, il faisait beau en plus. En plus. Mais c'était extrêmement, je trouve que dans la symbolique, c'était très rassembleur, hein, le cœur de la ville, le pont, les deux rives, les montgolfières. Bon, évidemment, il y avait une montgolfière, mais il y avait des brûleurs à n'en plus finir. Il y avait vraiment... C'était unique, là, comme ambiance, puis visiblement, je pense que les gens vont en redemander pour une autre édition, fort probablement. Avez-vous apprécié le fait que le festival était coupé en deux, c'est-à-dire une première séquence de 3 jours, une pause de 3 jours, quoi, il y avait quand même possibilité d'envoler. D'ailleurs, les deux seules envolées de soir se sont déroulées des soirs où le site était fermé, et il y a eu l'événement du pont le mercredi. Avez-vous aimé ça, vous, que le festival soit coupé en deux? J'ai apprécié ça, puis je pense que probablement avec mes collègues conseillers on est très présents sur le site du début de l'International jusqu'à la fin. C'est très fatigant pendant 9 jours en ligne. Là, je trouve que ça a fait une pause. Puis je pense que sans doute que ça a été bénéfique aussi pour les employés et les bénévoles qui sont sur le site de l'International. Bon, l'une des raisons aussi pour lesquelles on a coupé ça, c'était pour couper un peu de frais fixes. Oui. Évidemment, il y a une donne financière. Là, les gens se disent, bon, il n'est pas fait très beau. Il y a comme une maladie à Saint-Jean depuis 40 ans, là, le déficit. Là, ça revient dans l'actualité, ça reviendra évidemment, mais évidemment, en date d'aujourd'hui, on n'a pas les chiffres officiellement, mais on voit difficilement comment l'événement de cette année, avec la mauvaise météo, peut être rentable. Il y a de l'argent public là-dedans, évidemment, puis c'est correct. Les gens vont questionner le fait, bon, est-ce que c'est un déficit? Est-ce que c'est la Ville qui investit sur sa marque de commerce? Vous en êtes où dans votre réflexion politique sur le fait qu'il y a de l'argent public dans cet événement-là? Je pense qu'on aura une discussion en conseil à ce sujet-là, dépendamment évidemment de la suite des événements. D'autant plus qu'on est aussi en négociation de contrat, là. Avec le contrat entre la Ville et le protocole d'entente, entre la Ville et l'International devrait se terminer quelque part à l'automne. À mon avis, ça m'apparaît prématuré l'automne. Commencer les discussions maintenant quand on n'a même pas les chiffres. On aura une discussion en conseil. On le sait que c'est un investissement de fonds publics, puis on est très préoccupé par la saine gestion. Toutefois, on est aussi très conscient
des retombées de l'Internationale des Montgolfières sur la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Autre sujet, au cours de l'été, qui est arrivé un peu du champ gauche, on a vu évidemment le lancement du REM, le réseau express métropolitain, basé au 10-30 à Brossard, tout beau, tout neuf, très efficace et tout ça. Bon. Mais évidemment, il y a un enjeu. Il y a un enjeu de taille là-dedans, c'est que nous, Saint-Jean, on ne fait pas partie de la CMM. On ne fait pas partie vraiment de l'ARTM, quoiqu'on y met quelques dollars quand même au passage. On investit quelques centaines de milliers de on dollars. avait toujours la fameuse autobus 96 qui a fait ses preuves, que les gens aiment bien. Et on a toujours la présence d'un quai au milieu de la Gauchetière pour recevoir l'autobus qui transitait par un corridor réservé sur le pont Champlain. Or, on savait très bien qu'avec le nouveau pont Champlain et l'arrivée du REM, éventuellement, il n'y en aurait plus de voies réservées sur le pont Champlain. Mais sauf que, faisons un peu d'histoire avec vous, vous aviez quand même obtenu l'assurance du maintien de la voie réservée un certain temps et du quai au milieu de la Gauchetière. Qu'est-ce qui a changé en cours d'été? Ce qui a changé, je pense que les gens ont été au courant de ça, c'est qu'on a appris par les médias que le 25 août, la voie réservée sur le pont Champlain serait abolie. Puis je l'ai appris par les médias avant même de me rendre en studio. La semaine où est-ce que, justement, les gens questionnaient... Il y avait des journalistes qui me questionnaient sur le fait que comment ça se fait qu'on n'allait pas, Saint-Jean-sur-Richelieu, se connecter au REM. Alors, je l'ai appris dans les médias pour apprendre aussi que, par le fait même que les partenaires avaient été avisés, mais que Saint-Jean-sur-Richelieu, compte tenu qu'on n'était pas dans la CMM, compte tenu qu'on n'était pas membre nécessairement de l'ARTM, bien, on n'était pas considéré comme un partenaire, et ce, bien qu'on investisse quelques centaines de milliers de dollars justement pour les voies réservées, pour le quai. Alors, mettons que c'était cavalier. Toutefois, on peut penser que durant l'été, les voies de communication, des fois, les voies de communication habituelles ne sont pas nécessairement respectées. Mais à partir du moment où on l'a su, bien, j'ai réagi assez vivement. Mais depuis ce temps-là, la voie réservée sur le pont a été abolie. Puis notre autobus 96 n'a pas de retard et loin de là, actuellement. Bon, là, vous avez mis en place ce qu'on appelle des doubleurs, oui. C'est-à-dire que pour assurer des départs à heure fixe, si l'autobus n'est pas revenu de Montréal, il y a un autre autobus qui est là en attente, prêt à partir. C'est un peu le principe. Sur les heures de pointe, surtout, là. Bon, en même temps, de ce qu'on estimait, le fait de ne plus avoir de voie réservée peut entraîner quoi? Un retard de 10, 15, 20 minutes? On estimait 5 minutes. 5 à 8 minutes. C'est ça qu'on estimait. Là, le quai qui accueille la 96 au milieu de la Gauchetière, ça, vous l'avez pour combien de temps? On devait l'avoir... Bien, nous, on avait demandé pour l'avoir jusqu'à l'été 2025 parce qu'on a un contrat avec le transporteur. Notre transporteur, c'est Transdev, jusqu'en 2025. Puis on a appris récemment qu'à l'automne 2024... Dans un an, probablement qu'on aurait pu le quai. Mais là, il n'y a rien quand même de cristallisé. Il y a une rencontre qui a lieu entre la direction générale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la direction générale de l'ARTM, entre les équipes, le 20 septembre. Alors, on va discuter à ce sujet-là. Même si moi, je trouve que même de négocier jusqu'en 2025, à mon avis, c'est pas suffisant. Un transport collectif, pour que ce soit efficace, c'est-à-dire pour qu'on remplisse l'objectif que les gens le prennent, il ne faut pas offrir juste une possibilité. Il faut, je pense, avoir plusieurs possibilités de transport collectif pour que ça réponde à différents besoins. Dans l'état actuel de la situation, la 96, c'est la meilleure option de transport collectif. Puis je ne dis pas que le REM, j'aimerais pas ça être connecté, mais financièrement, actuellement, pour les citoyens, puis au niveau de la rapidité puis du confort, la 96 demeure la meilleure opportunité. Avez-vous de la demande de la part des usagers ou des citoyens pour qu'on implante un autobus qui fait le pont entre Saint-Jean et le quartier Zestan? Il y en a eu de la demande, surtout dans les premiers jours, parce que les gens se rendaient au REM avec leur auto.
par eux-mêmes. Puis là, bien évidemment, il y avait des journalistes qui étaient là, qui leur mettaient le micro en dessous du nez. Puis que là, les gens disaient, je comprends pas pourquoi l'autobus vient pas se... Puis je dis pas qu'on le fera jamais, mais ça va faire partie des négociations avec la RTM. Parce que si on fait ça, il va y avoir un coût associé à ça, là. C'est pas des navettes gratuites qui vont rendre les gens à brossard. Bon, la RTM, parce qu'il y a peut-être aussi une incompréhension là-dedans. Je sais que le député Lemieux avait donné une entrevue à la radio cet été, pensant probablement que la Ville ne versait pas d'argent à la RTM. Pourtant, la Ville verse de l'argent à la RTM pour le quai, la voie réservée que vous n'avez plus, ou encore un tronçon, je pense, du boulevard Tachereau. Là. La Ville de Saint-Jean met combien d'argent par année à la RTM? C'est plus d'1 demi-million. Mais là, vous n'avez plus la voie réservée. Ça, Bien, ils l'ont enlevé de votre facture? Bien, ils vont nous enlever là, quelques mois là, de l'année 2023. Ils vont nous enlever, je ne sais pas combien. Là, Donc, il y a 500-600 000 par année que la Ville paie à la RTM pour les services que nous avions. Oui, puis on paie pour le quai, on paie pour les endroits où on arrête, on paie pour les voies réservées qui amènent au pont du côté de la Rive-Sud comme du côté de la Rive-Nord. Mais si un jour, les autobus se rendent au 10-30, ils vont vous charger aussi? Bien, absolument. Ça fait partie de la conversation qu'on doit avoir avec la RTM. Bon, est-ce que ça a bougé dans les dernières semaines? Bien, les directions générales se sont parlé. Puis c'est ce matin que j'ai appris que c'est le 20 septembre qu'il va y avoir une rencontre en présence les uns les autres. Pour faire avancer le dossier. Pour faire avancer le dossier. Parce que moi, ça me préoccupe beaucoup là, quand on parle de l'automne 2024. C'est très, très préoccupant parce que j'ai toujours mon contrat avec NextDev jusqu'en 2025. Puis le confort des citoyens aussi, ça me préoccupe. Ouais. Là. Je ne suis pas certaine, moi, que les gens de Saint-Luc qui sont près de l'autoroute 35 vont venir prendre l'autobus vont venir prendre la navette, pour se rendre au REM, embarquer dans le REM. Moi, je pense que je ne suis pas certaine que ce serait aussi populaire que ça. Bon, mais là, la ministre des Transports, ministre Guilbeault, elle ne devait pas nous revenir, semble-t-il, avec un quelque chose là, qui vient un peu pallier au fait que le REM ne se rend pas à Chambly-Saint-Jean, au 1035. Bien, moi, quand j'avais rencontré M. Bonnardel, du temps qu'il était ministre, à chaque fois que j'ai rencontré un ministre des Transports, j'ai fait jouer cette carte-là parce que la déception est très, très grande là, qu'il y a un terrain qui a été réservé au coin de la 10 puis de la 35 pour ça, puis que finalement, il n'y a pas ça. Puis maintenant, bien, on veut nous contraindre, Saint-Jean-sur-Richelieu, à se rendre à Brossard. Alors, quand j'ai parlé de ça, Mme Guilbeault, elle m'a dit faites-vous-en pas. Elle dit on a des projets, on va vous donner, on va vous arriver avec quelque chose, avec un plan. Mais Vous l'attendez? Oui. Bon, autre dossier en cours d'été. Ça fait toujours un peu bizarre de parler de neige en plein mois de juillet-août. Et pourtant, ça ne faisait pas l'objet d'engagement électoral, cette affaire-là. Bon, on le sait, à Saint-Jean, la majorité des rues sont déneigées vers la droite, mais dans des vieux quartiers, là, comme Saint-Gérard, Notre-Dame-Auxiliatrice, Saint-Edmond, etc. Surtout là où les rues sont très larges ou là où il y a des boulevards, on déneige vers la gauche. En fait, la question que j'ai envie de vous poser, parce qu'en 2002-2003, là, Gilles Delbecq s'était mis la main là-dedans. Puis un mois après, il avait reculé parce qu'il y avait eu une grogne populaire. Grogne qu'on a pu voir au dernier conseil de ville public. Ça sort d'où l'idée d'aller changer ça? Ça sort d'où? Vous l'avez dit, c'était pas... la question du déneigement, visiblement, n'était pas dans notre plateforme. Le 40 km/h non plus n'était pas dans notre plateforme. Mais une chose qui était dans notre plateforme électorale et qui ne cessera jamais de l'être, c'est la question de la sécurité. Alors, les décisions qu'on prend, que ce soit le 40 km en zone résidentielle, que ce soit les avancées de trottoirs, les bollards et tout ça, c'est tout relié à la question de la sécurité, parce qu'en campagne électorale, c'est ce dont on s'est fait le plus parler quand on a fait du porte-à-porte, la sécurité, les arrêts, les lumières et tout ça, particulièrement dans les quartiers résidentiels. Alors, la question du déneigement, c'en est une essentiellement basée sur la sécurité. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un accident, puis là, les gens vont me dire, il y en a eu juste un, mais pour moi, c'est un de trop. Il y a eu un rapport du coroner qui établissait que c'était vraiment la question de la hauteur de la butte puis le déneigement à gauche, que c'était une pratique qui aurait dû être
aboli à ce moment-là. Ça n'a pas été fait. Nous, on a décidé de le faire. Mais les citoyens de ces quartiers-là vont vous dire, oui, mais Mme Bouchard, c'est comme ça depuis des décennies. Oui, il y a eu un accident, c'est vrai, mais en général, ça va relativement bien. Les gens sont habitués à ça. Les gens, en fait, n'ont jamais vécu autre chose. Puis là, vous les avez vus, ils sont venus vous voir au conseil de ville, ils ne sont pas très, très contents, pétition à la main. Allez-vous reculer là-dessus? Allez-vous revoir votre position si pour vous, c'est applicable, on le fait? C'est applicable, puis on le fait. Puis moi, je pense que c'est parce qu'on a le courage de le faire. Il faut se rappeler qu'il y a 85 c'est 86 de la population qui est déjà déneigée à droite. C'est 14 qui était déneigée à gauche. Puis je comprends la dynamique de ces gens-là. Ils sont venus me le dire. Ça fait 50 ans, qu'on reste là, puis c'est comme ça, puis ça va bien comme ça. Ils sont venus me dire, il va y avoir des buttes de neige de chaque côté de mon entrée. Ils sont venus me dire plein de choses, mais c'est comme ça déjà dans 85 de la ville, puis c'est comme ça dans toutes les villes du Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, on a moins de machinerie à gauche qu'on en a pour la droite, compte tenu de la quantité, compte tenu de la superficie. Alors, quand on a de la machinerie qui brise, il y a même plus de pièces de rechange. Il faut faire les pièces sur mesure. Alors, ça occasionne des retards, ça occasionne... Mais je vous le dis, là, je ne veux pas vraiment m'en aller là-dedans parce qu'on en a plein de raisons pour le faire. Mais pour moi, la décision est basée sur la sécurité de la population. Est-ce que la souffleuse va passer plus souvent? Parce que là, des gens vont craindre peut-être de voir des amoncellements de neige devant leur maison, leur trottoir, leurs entrées de cour. Est-ce que ça va passer plus souvent? Probablement pas 2 fois plus souvent. Ça se peut au début. C'est certain qu'on va s'arranger. Je pense qu'on va travailler cet hiver pour que... Tu sais, il y a des choses... On ne peut pas savoir quelle quantité de neige va tomber et tout ça. C'est certain qu'il y a peut-être des aspects qui vont faire en sorte qu'on va devoir passer plus souvent, mais on le fera. Bon, autre dossier, on s'en était parlé vaguement au printemps. On le sait, le Centre de services scolaires souhaite avoir une école et idéalement l'avoir au cœur de l'île Sainte-Thérèse. Or, la ville ne possède pas de terrain comme tel. Il y avait aussi un autre enjeu qui est celui du fameux moratoire pour, disons, faire en sorte qu'on ne puisse pas construire là, sur certains terrains là, de la pinède en question. Il y a aussi une volonté citoyenne de conserver, de peut-être en faire un parc nature, mais à quel prix? Ça, évidemment, c'est un autre dossier. Mais là, le fameux moratoire, en fait, arrive à sa fin de vie utile. Là, expliquez-nous un peu la décision que vous avez votée au dernier conseil à la fin août. C'est comme si on met des contraintes additionnelles aux propriétaires en place. Pourquoi? Pour le décourager de construire ou pour lui mettre de la pression pour négocier avec la ville pour céder son terrain? Non, c'est pas compliqué pour ces... On parle de 4 terrains qui sont sur le bord de la Pinède, là, 4 terrains qui sont déjà zonés blancs. 4 terrains qu'à la fin du moratoire, qui est quelque part au mois d'octobre, là, le propriétaire aurait pu vendre ces 4 terrains-là, puis bâtir des maisons, abattre les arbres, tout ça. Depuis quelques années, puis évidemment, on a une conseillère dans ce district-là qui est très, très à l'écoute de sa population. Alors, depuis quelques années, on essayait de regarder, vous savez, plan de conservation 1, plan de conservation 2, on a beaucoup procédé par acquisition de terrain. Mais là, à un moment donné, l'acquisition, tout le temps, ça a un prix. Puis sans compter qu'une fois qu'on les a acquis, ces terrains-là, il faut les préserver, il faut les conserver, il faut les travailler, il faut s'en occuper. Alors, les 3 choix qu'on avait, c'était à la fin du moratoire, le propriétaire fait ce qu'il veut avec ses terrains, acheter les terrains ou encadrer la construction éventuelle qu'il y aura sur ces terrains-là. Alors, c'est pour ça que ça a fait l'objet d'un avis de motion à la dernière séance publique. Puis on est en préparation d'un règlement pour encadrer les constructions qui pourront avoir lieu sur ces terrains-là. C'est-à-dire un règlement qui va exiger un minimum d'abattage d'arbres et des maisons écologiques, éco-responsables.
Ça, c'est un règlement qui tient la route légalement, ça, là? Ça pourrait... Oui. S'il y avait contestation, ça tient la route devant les tribunaux? Écoutez, nous autres, c'est ce qu'on veut faire, oui. Puis ça implique quoi comme contrainte là, entre le cas présent et versus là, une fois que le règlement sera mis en place? C'est quoi que ça met comme contrainte? Bien, ça met comme contrainte qu'il ne pourra pas se construire. Il ne pourra pas avoir ce que les gens appellent couramment des monster house sur les maisons qui prennent toute l'emprise au sol puis qui ne mettent pas de verdure. C'est vraiment ça qu'on veut encadrer à cet endroit-là. Mais il y a des citoyens qui vont vous dire, mais pourquoi qu'on ne les achète pas? Bien, parce que la somme qui est requise pour les acheter, c'est une somme qui est sur le compte de taxes de l'ensemble des citoyens. Puis c'est tantôt ce que j'ai évoqué, c'est que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, plan de conservation 1 et 2, on a beaucoup procédé par acquisition de terrain, mais on pense qu'on peut davantage encadrer la construction. Puis ça, c'est sans compter, oui, on veut bien préserver les arbres, préserver la nature, mais on a besoin aussi de construction. On a besoin de portes, là. Mais je reviens à ce que je disais au début. Est-ce que, ultimement, le résultat de tout ça pourrait faire en sorte que le propriétaire dise « c'est trop compliqué de construire là, je suis aussi bien de m'asseoir avec la ville pour vendre mon terrain à un prix raisonnable ». Écoute, c'est une éventualité qui ne m'a pas été apportée. Peut-être. Écoute, je ne le sais pas. Mais moi, je pense qu'il y a possibilité de faire 4 belles résidences écologiquement responsables sur ces terrains-là. Bon, et il arrive quoi avec l'autre partie du terrain de l'île Sainte-Thérèse? Celle, d'ailleurs, où on voudrait peut-être y voir construire une école. Ça, bien, là, je pense on est toujours en pourparlers, hein? On est toujours en questionnement avec le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières à ce sujet-là. Puis nous, bien, on est en saisie de données justement sur l'ensemble de l'île parce que on n'était pas nécessairement arrêté à ce terrain-là. Il y avait un autre espace qui était possible. D'ailleurs, il va y avoir un dossier qui va être présenté en plénière dès le début du mois d'octobre. Là-dessus? Là-dessus. Alors, tous mes collègues, on va avoir l'historique de ce qu'il y aurait à faire, des demandes, de ce qu'il faudrait faire. Puis je veux vous dire que on en a parlé tantôt, là, la question de la sécurité des élèves, la sécurité des citoyens, puis oui, l'environnement, ça fait partie de... Puis la capacité de payer des citoyens. Mais quand on s'était vu, vous m'aviez dit aussi, là, il va falloir que le gouvernement du Québec nous aide un peu, parce que là, c'est bien beau de dire, oui, donner des terrains au centre de services scolaires, et dans la mesure où il y a moins de terrains, où les terrains qui restent coûtent plus cher, ça met les municipalités dans une situation plutôt difficile. Là, vous sortez là, d'une rencontre sur la fiscalité municipale avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que ça fait partie des discussions? Est-ce que vous pensez que le gouvernement ouvre une porte un peu à vous aider davantage quand vient le temps justement de fournir un terrain à un centre de services scolaires? Je pense qu'au sortir du sommet sur la fiscalité, on n'a pas... D'abord, c'était le caucus des grandes villes qui était réuni à ce sujet-là la semaine passée. On n'a pas vraiment... reçu l'aval du gouvernement à ce sujet-là, que ce soit M. Legault ou Mme Laforêt. Toutefois, je suis confiante que, de la même manière que l'année dernière pour le pacte vert, M. Legault s'est adouci après certains événements. Je pense qu'il va falloir que le gouvernement réalise que toute la question du pacte fiscal qui a été bâti et qui repose sur les propriétés. Maintenant, le pacte fiscal, il repose beaucoup sur la personne, sur le service à la personne. Alors, je pense qu'on a des bases de discussion qui vont vraiment être incontournables dans les... Madame Plante, la semaine passée, parlait de la saison de la fiscalité. Puis je pense que ça va démontrer... Il va falloir que le premier ministre et que les ministres de plusieurs ministères démontrent de l'ouverture. Bon, autre dossier aussi en développement, on l'a vu à la dernière séance publique, soirée de consultation avec les citoyens du nord d'Iberville, Saint-Athanase. Ces gens-là qui veulent évidemment de l'eau potable depuis les 30 dernières années, des gens qui ont toutes sortes de difficultés, là, ça touche quand même pas mal de citoyens. Évidemment, c'est des infrastructures, les citoyens en pleine partie, c'est hautement subventionné généralement, ces projets-là. Qu'est-ce que vous allez faire au juste avec cette soirée-là? On leur donne de l'information, on les consulte? Parce qu'au dernier conseil, ceux qui militent en faveur de ça, M. Bisaillon, Mme Lanty, ne semblaient pas très, très heureux de la façon avec laquelle il avait été invité à ce meeting-là, si on veut. Là.
Bien, d'abord, moi, j'invite les gens à venir parce que cette semaine, c'est le 14 septembre. Là, il va y avoir la soirée d'information. C'est vraiment une soirée d'information où chaque citoyen, chaque propriétaire va avoir le chiffre de ce que ça coûterait pour apporter l'eau potable chez eux. Puis oui, après la séance d'information, il va y avoir période d'échange avec la population. M. Bisaillon, Mme Lantier semblent dire qu'eux autres aussi, de leur côté, ils ont fait des calculs parce que je pense qu'il y a une partie de ce qu'ils disent qui ont raison. Puis ça, je pense qu'on ne l'évoquera jamais assez. Il y a un coût pour avoir l'eau potable, mais il y a un coût aussi à ne pas avoir l'eau potable. Il y a un coût important. Ah, c'est sûr. Alors, c'est là-dessus que probablement que les citoyens voudront échanger avec l'administration. Ils vont avoir le chiffre, là. Ils vont avoir leur chiffre, oui. Puis, ils ne seront pas obligés de dire oui ou non le soir même, là. Il va y avoir un temps de réaction, un temps de questionnement. Si jamais il y a des gens qui veulent savoir de quelle manière ça a été calculé ou... il va y avoir un temps pour ça. Avez-vous l'assurance que vous pourriez avoir des subventions gouvernementales pour ça? Bien, on a regardé plusieurs possibilités. Puis on avait même mis, je pense que M. Meunier avait même mis Mme Bougmans à contribution là-dedans. Là. Alors, il n'y a pas nécessairement grande subvention pour ces travaux-là à l'heure actuelle. Non, parce qu'on a regardé Primo, on a regardé quand même d'autres subventions, puis ces travaux-là ne sont pas admissibles pour ça. Donc, ça risque de coûter cher. Ça risque de coûter cher. Puis, je vous le dis en toute naïveté, là, à l'heure actuelle, je ne les ai pas vus, les chiffres. Peut-être que demain, on a une plénière, là, probablement qu'on va pouvoir les voir à ce moment-là. Puis, on ne verra pas les chiffres particuliers des citoyens. Là. André Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, merci beaucoup. On avait d'autres sujets, mais le temps est écoulé. Je sais qu'il y a un sommet sur l'itinérance prochainement. Oui. On pourra en parler aussi parce que ça va devenir un enjeu. L'hiver est à nos portes et on sait ce que ça va donner. C'est un sommet sur l'itinérance, un sommet national. Puis je veux vous dire qu'on va organiser un sommet régional sur l'itinérance. André Bouchard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Entrave à la circulation dans le Vieux-Saint-Jean du 11 au 18 septembre en raison du tournage d'un film de Noël ici même, dans le centre-ville de Saint-Jean. À demain.